Ma famille a caché la liaison de 6 mois de ma fiancée avec mon frère. Quand ils ont essayé de me faire culpabiliser, je les ai laissés tout perdre. Ma famille m'a regardé emballer toute ma vie, et annuler un mariage à 62 000 €. Tout cela, en me suppliant de pardonner au frère que j'avais surpris en train de coucher avec ma fiancée, dans notre propre lit. Mais, lorsqu'ils m'ont tendu un piège au dîner de Noël pour forcer une réconciliation, je ne suis pas simplement parti. J'ai révélé un secret qui a brisé notre famille pour toujours, les laissant absolument sans rien. Je suis pilote de ligne commerciale, aux commandes de gros porteurs sur des vols internationaux long courrier. Mon planning pour ce mois-là m'avait enfermé dans une rotation épuisante, Chicago jusqu'à Dubaï, une escale de 30 heures, puis un vol de mise en place vers Francfort, avant de finalement rentrer chez moi. Je n'étais pas censé remettre les pieds dans l'Illinois avant 48 heures. Mais, l'aviation est imprévisible. Une énorme tempête au-dessus de l'Atlantique a provoqué un grave changement d'itinéraire. Les emplois du temps des équipages ont été complètement bouleversés. Et, soudainement, j'atterrissais à l'aéroport OR avec 2 jours d'avance. J'ai envoyé un SMS à Chloé, ma fiancée, depuis le tarmac de l'aéroport, mais elle n'a pas répondu. Je me suis dit qu'elle était au travail. Elle était kinésithérapeute, et ses séances de l'après-midi débordaient souvent. Nous étions ensemble depuis 4 ans, et fiancés depuis 14 mois. Nous étions à 8 mois d'un mariage à 62 000 €, que j'avais payé entièrement en espèces. J'ai pris un Uber pour rentrer chez moi vers 15 heures, par un mardi après-midi glacial. La banlieue de Chicago était ensevelie sous une couche de neige fraîche. Le quartier était d'un calme plat. Ma maison, une demeure de 4 chambres que j'avais achetée et rénovée moi-même, semblait exactement comme je l'avais laissée une semaine auparavant. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, j'ai jeté mes clés dans la coupelle en céramique sur la table du vestibule, et j'ai fait rouler ma valise sur le parquet du couloir. C'est alors que j'ai entendu ce bruit à l'étage, provenant directement de ma chambre principale. C'étaient des bruits que j'ai reconnus immédiatement. Des bruits qui ont glacé le sang dans mes veines, avant même que mon cerveau ne puisse traiter la réalité de la situation. Je suis resté immobile en bas des escaliers pendant peut-être 5 bonnes secondes. Je ne respirais plus. J'écoutais simplement, je confirmais, je priais un Dieu auquel je croyais à peine pour qu'il s'agisse d'une erreur. Peut-être que la télé était restée allumée. Peut-être que c'était une vidéo. Je ne m'étais pas trompé. J'ai monté les marches lentement, chaque pas étant délibéré et silencieux. Mon cœur ne s'emballait pas. Il ne battait pas la chamade dans ma poitrine. Il était froid, régulier, et mort. Comme si mon corps physique savait déjà ce que mon esprit essayait désespérément de rejeter. La porte de la chambre principale était entr'ouverte d'environ 8 cm. Je l'ai poussée pour l'ouvrir davantage. Chloé, la femme à qui je devais dévouer ma vie, était dans mon lit, et l'homme sur elle était Marcus, mon jeune frère. Ils n'ont pas entendu la porte s'ouvrir. Il leur a fallu peut-être 3 secondes pour réaliser qu'une ombre s'était abattue sur la pièce, et que quelqu'un se tenait dans l'encadrement de la porte. 3 secondes à regarder les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance dans ce monde misérable, détruire complètement tout ce que je croyais savoir de ma vie. Chloé m'a vu la première. Toute couleur a quitté son visage en un instant. Elle a poussé un horrible hoquet étranglé, a reculé précipitamment contre la tête de lit, et a repoussé Marcus. Marcus a tourné la tête brusquement, et m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas jeté sur eux. Je suis juste resté là, à les dévisager. Oh mon Dieu, a murmuré Chloé, attrapant la housse de couette et la tirant jusqu'à son cou. Sa voix était aiguë, faible, et paniquée. Tu n'es pas censé être à la maison. Sors, ai-je dit. Ma voix est sortie d'un ton complètement neutre, calme, comme si je demandais l'addition à un serveur. Elle s'est figée, ses yeux parcourant la pièce de manière frénétique. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas, tu as exactement 10 minutes pour rassembler tes affaires et quitter cette maison, ou j'appelle la police pour te faire arrêter pour violation de domicile. Marcus descendait précipitamment du côté du lit, enfilant frénétiquement son jean. Frérot, attends. Écoute-moi. Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas tourné la tête. Je n'ai pas reconnu qu'il avait parlé, ni même qu'il existait. Mes yeux sont restés rivés sur Chloé. S'il te plaît, a-t-elle supplié, des larmes coulant déjà sur son visage, ruinant son maquillage. Ce n'est pas ce que tu crois.
C'était juste une erreur. 9 minutes. Marcus s'est avancé vers moi, levant les mains comme s'il essayait de calmer un animal sauvage. Nous devons parler de ça. Ne fais pas ça. Je suis passé droit devant lui, nos épaules se sont effleurées, mais je l'ai traité comme un fantôme. Je suis allé dans le dressing, j'ai atteint l'étagère du haut, et j'ai descendu l'énorme sac de sport en toile que j'avais acheté pour l'anniversaire de Chloé, l'année dernière. Je suis revenu, et je l'ai jeté au pied du lit. Commence à faire tes valises, lui ai-je dit. Chloé hyperventilait maintenant, sanglotant de façon incontrôlable. C'était une erreur. Je le jure devant Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est juste arrivé. 8 minutes. Marcus a essayé à nouveau, se plaçant physiquement dans mon champ de vision pour bloquer mon accès à la commode. Regarde-moi. S'il te plaît, regarde-moi, mec. Je l'ai esquivé sans effort, j'ai marché vers la commode, j'ai tiré les tiroirs de Chloé, et j'ai commencé à prendre des poignées de ses vêtements. Je les ai jetés agressivement vers le sac. Arrête. Chloé s'est élancée en avant, et a attrapé mon avant-bras. Arrête ça, s'il te plaît. On doit parler. On peut arranger ça. J'ai dégagé mon bras. Je n'étais pas violent, mais j'étais ferme. Tu dois faire tes valises. La voix de Marcus s'est brisée, ressemblant à celle d'un enfant pathétique. Dis-moi quelque chose. N'importe quoi. Crie-moi dessus. Frappe-moi au visage. Mais, putain, dis quelque chose. Je suis allé dans la salle de bain principale, j'ai attrapé sa brosse à dents électrique, ses trousses de maquillage hors de prix, son sèche-cheveux, et ses bouteilles de shampoing à 80 €. Je suis retourné dans la chambre, et j'ai vidé toute la brassée sur le matelas, à côté du sac. Chloé ne faisait pas ses affaires. Elle se tenait juste là, nue, serrant le drap contre sa poitrine, tremblant violemment. Marcus essayait encore de briser mon silence. Je sais que tu es furieux. Je sais que j'ai complètement merdé, mais tu es mon frère. J'ai regardé ma montre. 5 minutes. Chloé s'est à nouveau précipitée, attrapant cette fois le col de ma chemise. Je t'aime. J'ai fait une erreur horrible, dégoûtante, mais je t'aime. Nous allons nous marier. 4 minutes. Marcus a posé lourdement sa main sur mon épaule. Ne fais pas ça. Ne m'exclus pas comme ça. Frappe-moi. J'ai repoussé sa main d'un haussement d'épaule, refusant d'établir un contact visuel, et je me suis dirigé vers la porte de la chambre. Où vas-tu? La voix de Chloé était stridente, désespérée. En bas. Vous avez 4 minutes pour être entièrement hors de ma maison, ou j'appelle la police. J'ai quitté la chambre, j'ai descendu les escaliers, je suis allé dans le salon, et je me suis assis sur le canapé en cuir. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le clavier, et j'ai composé le 911, laissant mon pouce planer au-dessus du bouton d'appel. Je pouvais les entendre à l'étage. Je pouvais entendre Chloé gémir. Je pouvais entendre Marcus parler d'un ton précipité, étouffé. Elle le suppliait de trouver un plan, le suppliait de réparer ça. Il n'arrêtait pas de répéter mon prénom, encore et encore, comme si j'en avais la moindre chose à foutre. 3 minutes plus tard, ils sont descendus. Le sac de Chloé était bombé, des vêtements débordant de la fermeture éclair. Marcus avait mis sa chemise à l'envers. Son visage était rouge et tacheté, ses yeux brillants de larmes. Chloé a fait une pause à la porte d'entrée. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste s'asseoir? Non, ai-je répondu. Marcus s'est avancé, se tenant directement entre moi et la porte. Je ne quitterai pas cette maison tant que tu ne m'auras pas dit quelque chose. N'importe quoi. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone. J'ai attendu. Dis quelque chose. La voix de Marcus s'est complètement brisée. J'ai levé les yeux, l'ignorant totalement, et j'ai regardé Chloé. Laisse ta clé de maison sur la table. Sa main tremblait violemment alors qu'elle fouillait dans son trousseau, réussissant finalement à retirer la clé de l'anneau. Elle l'a posée sur la coupelle en céramique dans un cliquetis sonore. Elle pleurait toujours, essayant encore de former des phrases, mais j'ai fait abstraction du bruit. Marcus n'avait pas bougé d'un centimètre. Tu es mon frère. Tu ne peux pas juste. Je me suis levé, je l'ai contourné, j'ai ouvert la porte d'entrée, et je l'ai tenue grande ouverte.
Le vent glacial de Chicago s'est engouffré dans le couloir. Chloé a trébuché sur le porche, sanglotant dans ses mains. Marcus s'est attardé. Il m'a regardé avec une expression désespérée, brisée. J'ai regardé droit à travers lui, me concentrant sur la neige qui tombait sur l'allée. « S'il te plaît » a-t-il chuchoté. Je n'ai pas cligné des yeux. Il a finalement baissé la tête en signe de défaite, est sorti sur le porche, et s'est retourné pour une dernière tentative. « Il faut qu'on parle. » Je lui ai claqué la porte au nez, j'ai verrouillé le pen dormant, je suis retourné dans le salon, et je me suis assis. J'ai fixé l'écran noir de la télévision pendant ce qui m'a semblé être des heures. 30 secondes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Marcus. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran. J'ai regardé l'appel sonner dans le vide, et aller sur la messagerie. Ça a sonné à nouveau immédiatement, encore, et encore. Au moment où le soleil s'est couché, vers 17 heures, il m'avait appelé 47 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. Je n'ai pas supprimé le journal des appels. Je n'ai pas bloqué son numéro. J'ai juste laissé les appels s'accumuler sur l'écran. Je voulais qu'il voie que les appels passaient. Je voulais qu'il sache, avec une certitude absolue, que je choisissais activement de l'ignorer. Car, à compter de 15h15 cet après-midi-là, mon frère Marcus avait cessé d'exister. À 21h, j'ai préparé un petit sac de voyage, j'ai verrouillé ma maison vide, et j'ai pris une chambre dans un hôtel de luxe au centre-ville. Mon téléphone s'est allumé une dernière fois avant que je ne me force à dormir. Un SMS de Marcus. « S'il te plaît, dis juste un mot. Je t'en supplie. » J'ai ouvert le message pour que la confirmation de lecture s'active. Je l'ai laissé en vue. J'ai éteint la lampe de chevet, et je ne lui ai pas adressé une seule syllabe depuis. Mise à jour 1. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, dans la chambre d'hôtel. Par pure habitude, j'ai vérifié mon téléphone. J'avais 63 SMS et 22 appels en absence, tous de Marcus, et 3 appels en absence de Chloé. Je suis descendu dans le hall de l'hôtel, j'ai pris un café noir, et j'ai fait défiler les messages tout en étant assis dans un fauteuil en cuir. J'ai lu chacun d'entre eux. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, parle-moi. Tu es mon frère. Je sais que j'ai tout gâché, mais s'il te plaît, dis quelque chose. N'importe quoi. Je n'arrive pas à dormir. Es-tu là? S'il te plaît. Les messages sont devenus de plus en plus erratiques et désespérés à mesure que les heures passaient. Le dernier texto est arrivé à 4h44. Je suis toujours ton frère. Tu ne peux pas juste m'effacer de ce monde. J'ai fini mon café, j'ai posé mon téléphone, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à l'application de serrure intelligente de ma maison. J'ai complètement réinitialisé le système. J'ai supprimé l'accès par empreinte digitale de Chloé. J'ai supprimé l'accès par empreinte de Marcus. Je lui avais donné cet accès 3 ans auparavant, pour les urgences. Il n'y aurait plus d'urgence. Ensuite, j'ai ouvert mes contacts. J'ai trouvé le nom de Chloé. J'ai tapé une seule phrase, les fiançailles sont rompues. Le mariage est annulé. Ne me contacte plus jamais. J'ai appuyé sur envoyer. Puis, j'ai bloqué son numéro de téléphone. Je suis allé sur Instagram, je l'ai bloqué. Facebook, bloqué. LinkedIn, bloqué. J'ai entièrement supprimé sa fiche de contact de mon téléphone, mais j'ai gardé le contact de Marcus actif. Je ne l'ai pas bloqué. Je voulais que ces messages soient distribués. Je voulais qu'il voie la petite notification lue à 6h15 sous ses excuses pathétiques. Je voulais qu'il réalise lentement que le silence n'était pas une pause. C'était sa punition. Mon téléphone a sonné à 7h30. L'identifiant de l'appelant affichait la maman. J'ai décroché. Oh, Dieu merci, a immédiatement dit ma mère, la voix haletante. Marcus m'a appelé hier soir. Il est complètement hors de lui. Il fait une crise de panique. Il dit que tu refuses de lui parler. Il n'y a rien à dire. Mon chéri, je sais que tu es blessé et je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais... Maman, les jeux interrompus, d'une voix totalement impassible. Il a couché avec ma fiancée. Dans mon lit. Il y a eu un silence lourd, étouffant, à l'autre bout du fil.
Je pouvais entendre la télévision jouer faiblement en fond, dans sa maison. Je sais, a-t-elle finalement murmuré. Il me l'a dit, et c'était horriblement mal, mais il a fait une erreur. Il est dans une souffrance absolue en ce moment. C'est ton frère. Je n'ai pas de frère qui s'appelle Marcus. J'ai entendu une vive inspiration. Ne dis pas ça. Tu ne le penses pas, écoute, je dois aller à son appartement. Il menace de... Au revoir, maman. J'ai raccroché le téléphone. 20 minutes plus tard, il a sonné de nouveau. Cette fois, c'était mon père. Fils, a-t-il commencé, en utilisant sa voix de père strict et autoritaire. Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit d'être furieux, mais nous devons régler ça en privé, en famille. Alors allez être une famille sans moi. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est ce que Marcus a fait. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu m'appelles à 8 heures du matin, pour défendre l'homme qui vient de détruire mon avenir. Je ne le défends pas, a aboyé mon père. J'essaie d'empêcher cette famille de se désintégrer. Bonne chance avec ça. J'ai de nouveau raccroché. Mon téléphone a vibré une minute plus tard. C'était la conversation de groupe de la famille, celle que nous utilisions depuis 5 ans pour partager des photos de vacances, des vœux d'anniversaire, et des banalités du quotidien. Je l'ai ouverte. Sarah, ma grande sœur, quelqu'un lui a-t-il physiquement parlé? Jenna, ma petite sœur, papa vient d'essayer de l'appeler. Il lui a raccroché au nez. Maman, il lit mes messages, mais il ne répond pas. Marcus est en train d'hyperventiler dans mon salon. Sarah, ça devient ridicule. Oui, Marcus a merdé royalement, mais allons-nous vraiment laisser ça détruire toute la famille? Il a juste besoin de crier sur Marcus, pour qu'on en finisse. Papa, il a besoin de temps pour se calmer. Maman, Marcus est dévasté. Il dit que son frère l'a regardé comme s'il était mort. Jenna, peut-être que si nous roulons tous jusqu'à chez lui, et que nous lui parlons ensemble. Intervenir. J'ai mis la conversation en sourdine. Je ne l'ai pas quitté. Je n'ai pas tapé de réponse. Je l'ai juste laissé là. Qu'il parle de moi comme si je n'étais pas dans cette pièce numérique. Cela me semblait approprié. À midi, Marcus avait envoyé 17 autres messages. J'ai lu chacun d'entre eux. Je n'ai répondu à aucun. Je sais que tu lis ça. S'il te plaît, réponds juste que tu me détestes. Dis n'importe quoi. Le traitement par le silence est en train de détruire mon esprit. Bien, ai-je pensé. Laisse-le pourrir. À 14 heures, Sarah m'a envoyé un message direct. Tu vas vraiment jeter à la poubelle 33 ans de fraternité pour ça? Oui, c'était ta fiancée, mais les liens du sang sont plus forts. Arrête d'agir comme un enfant, et appelle-le. Je l'ai laissé en vue. À 16 heures, Jenna m'a appelé. J'ai failli laisser sonner jusqu'à la messagerie, mais j'ai décroché. S'il te plaît, pleurait-elle doucement. S'il te plaît, parle juste à Marcus. Maman dit qu'il s'effondre. Il n'a rien mangé. Il ne fait que vomir et pleurer. Bien. C'est tellement cruel, a-t-elle haleté. J'ai raccroché. J'ai passé le reste de l'après-midi assis au bureau de l'hôtel, avec mon ordinateur portable, à démanteler méthodiquement ma vie. J'ai appelé le country club où le mariage devait avoir lieu. J'ai annulé la réservation. La coordinatrice m'a demandé, avec une profonde sympathie, si je voulais reporter. Non, ai-je dit, je veux un remboursement de mon acompte. J'ai appelé le fleuriste. Annulé. Le photographe. Annulé. Le groupe de 10 musiciens. Annulé. J'ai perdu environ 12 000 € en acompte non remboursable, ce jour-là. Je m'en fichais. C'était le prix de la liberté. Vers 20 heures, j'ai réglé ma note d'hôtel, et j'ai conduit jusqu'à ma maison. L'allée était vide. Je suis rentré. Le silence était assourdissant. Je suis monté à la chambre principale. Le lit était toujours défait. L'air de la pièce sentait encore légèrement le parfum à la vanille de Chloé, et l'eau de Cologne bon marché au cèdre de Marcus. J'ai ressenti une vague de dégoût pur et sans filtre. Je me suis approché du lit, j'ai retiré la couette, les draps, le protège-matelas. J'ai tout jeté dans un énorme sac poubelle. J'ai attrapé les oreillers coûteux en mousse à mémoire de forme,
et je les ai fourrés à l'intérieur. J'ai traîné les sacs en bas des escaliers, par la porte d'entrée, et je les ai balancés dans les poubelles de la ruelle. Je suis retourné à l'intérieur, je me suis connecté à Amazon, et j'ai commandé un matelas tout neuf, avec livraison le lendemain. Ensuite, j'ai pris une douche, laissant l'eau couler jusqu'à ce qu'elle soit glaciale, essayant de laver la sensation de cette pièce de ma peau. Je me suis assis sur le canapé, dans l'obscurité. Mon téléphone vibrait sans relâche. Marcus. Toujours Marcus. J'ai ouvert la conversation de groupe juste pour voir la folie ambiante. Sarah, il a raccroché au nez de Jenna maintenant. Maman, ce n'est pas sain. Quelqu'un doit le forcer à parler face à face. Papa, je vais conduire jusque là-bas demain. Marcus, j'ai juste besoin qu'il dise un mot. Justin. Je deviens fou. Sarah, il ignore son propre sang. Ce n'est pas avoir besoin d'espace. C'est de la violence psychologique. Marcus, je le mérite. Sarah, non, tu ne le mérites pas. Tu as fait une terrible erreur. Mais tu es humain. J'ai ricané à voix haute dans le salon vide. De la violence psychologique. C'est moi qui le traitais d'agresseur. À 1h30 du matin, je suis finalement monté à l'étage, et je me suis allongé sur le matelas nu, dans la chambre d'amis. Je m'endormais quand je l'ai entendu. Des coups violents et frénétiques sur ma porte d'entrée. Je sais que tu es là-dedans. C'était la voix de Marcus. Il hurlait. Ouvre la porte, s'il te plaît. De nouveaux coups. Le bois gémissait sous la force de ses poings. Regarde-moi. Descends juste, et regarde-moi. Je suis sorti du lit, j'ai marché dans le couloir, et j'ai regardé en bas, à travers la vitre décorative située au-dessus de la porte d'entrée. Marcus se tenait sur mon porche. Il faisait un froid glacial dehors, et il ne portait qu'un fin sweat à capuche. Ses cheveux étaient un désordre gras. Ses yeux étaient fous, injectés de sang, et frénétiques. Dis un mot, a-t-il hurlé contre la porte en chêne massif. Il a de nouveau frappé son poing contre le bois. Je suis ton frère. Je suis resté là, dans le couloir sombre, à le regarder s'effondrer complètement. Je l'ai regardé glisser le long du cadre de la porte, heurter le plancher du porche, ramener ses genoux contre sa poitrine, et sangloter de manière incontrôlable dans ses mains. Ses gémissements résonnaient dans la rue paisible de la banlieue. J'aurais pu ouvrir la porte. J'aurais pu lui crier dessus. J'aurais pu appeler la police. Au lieu de cela, je suis retourné dans la chambre d'amis, j'ai fermé la porte, et je me suis endormi. J'ai écouté mon frère pleurer sur mon pas de porte glaciale, et je n'ai absolument rien ressenti. Il a fini par abandonner, et il est parti en voiture vers 3h du matin. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 6 nouveaux textos de sa part. Je les ai ignorés. Le mardi suivant, je suis rentré des courses pour trouver une Lexus argentée garée devant mon allée, la voiture de mes parents. Ils étaient assis à l'intérieur, le moteur allumé pour garder le chauffage. J'ai garé ma voiture, j'ai pris les sacs en papier dans le coffre, et je suis passé devant leur véhicule, en direction de ma porte d'entrée. La vitre côté conducteur s'est baissée. Il faut qu'on parle, a dit mon père. Non, ce n'est pas la peine. S'il te plaît, a supplié ma mère, se penchant par-dessus la console centrale. Laisse-nous juste entrer 5 minutes. Je me suis arrêté. J'ai mis ma clé dans la serrure. J'ai pensé à leur dire d'aller au diable, mais ensuite, j'ai déverrouillé la porte, je l'ai poussée, et je suis entré, sans regarder en arrière. Ils sont sortis précipitamment de la voiture, et m'ont suivi à l'intérieur. J'ai posé les courses sur l'îlot de la cuisine, et j'ai commencé à ranger le lait et les œufs. Ils se tenaient maladroitement au centre de mon salon, regardant autour d'eux comme s'ils étaient dans un musée. Asseyez-vous si vous voulez, ai-je dit, sans établir de contact visuel. Ils se sont assis raidement sur le canapé. J'ai fini de ranger les courses, je me suis versé un verre d'eau, et je me suis adossé au comptoir en granit, en croisant les bras. Eh bien, ai-je dit. Ma mère a parlé la première. Ses yeux étaient gonflés et rouges. Marcus ne va pas bien. Ce n'est pas mon problème. C'est ton frère. Plus maintenant. Mon père s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Écoute-moi. Ce qu'il a fait était répréhensible. Nous ne disons pas le contraire, mais il reste du même sang.
Le sang ne signifie rien du tout quand c'est le couteau qu'on vous plante dans le dos, ai-je répondu froidement. La voix de ma mère s'est brisée. Il mange à peine. Il n'a pas dormi depuis une semaine. Ton silence est en train de le détruire. Il pense que tu vas le détester pour toujours. Il a raison. Comment peux-tu être aussi incroyablement froid, a pleuré ma mère, les larmes débordant sur ses joues. Il a fait une erreur. J'ai claqué mon verre sur le comptoir. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Ils ont tous les deux tressailli. Une erreur, ai-je dit, la voix dangereusement basse, c'est d'oublier de payer la facture d'électricité. Une erreur. C'est de rentrer dans le cul de quelqu'un à un feu rouge. Ce que Marcus a fait n'était pas une erreur. C'était une série de centaines de choix délibérés. Il a choisi de conduire jusqu'à ma maison. Il a choisi de monter mes escaliers. Il a choisi d'enlever ses vêtements. Il a choisi de se mettre dans le lit que j'avais acheté. Avec la femme que j'allais épouser. Arrêtez d'appeler ça une erreur. Mon père s'est levé, essayant d'utiliser sa carrure pour m'intimider. Ça n'a pas marché. J'étais plus grand que lui, désormais. Il est toujours ton frère. Tu ne peux pas juste l'effacer de ta famille. Regardez-moi faire. Ce traitement par le silence, a continué mon père, le visage devenant rouge. C'est puéril. C'est cruel. Il essaie de s'excuser. Il a besoin que tu l'entendes. Je me fiche de ce dont il a besoin. Ma mère s'est levée à côté de lui. Tu ne peux pas simplement le rejeter pour toujours. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. La famille ne baisse pas votre fiancé, dans votre propre maison, ai-je craché en retour. Le mot les a frappés comme un coup physique. Ma mère s'est couvert la bouche. La mâchoire de mon père s'est contractée. Nous essayons de garder cette famille unie, a dit mon père doucement. Alors vous auriez dû y penser avant de le défendre. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sarah. J'ai décroché, j'ai mis le haut-parleur, et je l'ai posé sur le comptoir, sans demander la permission. Lui as-tu parlé? La voix de Sarah a rempli la cuisine. Il est là, a crié ma mère. Nous sommes chez lui. Oh, Dieu merci, a dit Sarah. Sa voix a pris ce ton ferme et autoritaire qu'elle utilisait toujours quand elle essayait de gérer la vie de tout le monde. Écoute-moi. Marcus m'a raconté ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'il pleurait sur ton porche à 2 heures du matin, et que tu l'as juste regardé depuis la fenêtre, et que tu t'es recouché. Et alors, ai-je demandé. Et c'est psychopathique, même pour cette situation. Il s'attendait à ce que son frère ouvre au moins la porte. Il n'est pas mon frère. Arrête de dire ça. Sarah a hurlé à travers le haut-parleur. Il a fait une erreur. Il est humain. Tu agis comme si tu étais un dieu parfait qui n'a jamais merdé de sa vie. Tu as appelé juste pour me faire la morale, Sarah? J'ai appelé pour te dire que tu es cruel. Tu as 33 ans. Arrête d'agir comme un adolescent capricieux. J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel. La cuisine est retombée dans le silence. Ma mère s'est essuyé les yeux avec un mouchoir. Noël est dans 10 jours. Tout le monde sera chez nous. S'il te plaît, viens. Je l'ai fixé. Est-ce que Marcus sera là? Mes parents ont échangé un regard nerveux. C'est la famille, a répondu mon père sur la défensive. Bien sûr qu'il sera là. Alors, je n'y serai pas. Le visage de ma mère s'est crispé de douleur. Tu vas rater Noël pour ça? Je rate Noël parce que vous le traitez toujours comme un membre de la famille, après ce qu'il m'a fait. Il est de la famille, a hurlé mon père, perdant finalement son sang-froid. Ça ne s'arrête pas juste parce que tu es en colère. Regardez comment ça s'arrête. Mon père a fait un pas vers moi. Si tu ne viens pas au dîner de Noël, tu choisis activement de détruire cette famille. J'ai croisé son regard. Je n'ai pas cligné des yeux. Je ne détruis rien. Marcus s'en est déjà chargé. Vous êtes juste en colère que je ne vous aide pas à nettoyer ces dégâts. Ma mère s'est interposée entre nous, désespérée. S'il te plaît, réfléchis-y, c'est tout. La nuit porte conseil. Nous ne te demandons pas de lui pardonner tout de suite. Viens juste au dîner. Sois là pour nous. Pour vous, ai-je demandé. Ou pour lui? Pour ta famille.
Je les ai regardés tous les deux. Je l'ai vu si clairement à ce moment-là. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils se fichaient de mon mariage annulé, de mon cœur brisé, ou de la trahison que j'avais subie. Ils étaient là pour Marcus. Ils voulaient que je me pointe, pour que Marcus arrête de pleurer. Ils voulaient que je joue mon rôle, pour qu'il puisse faire semblant que tout était normal. Il m'a demandé de te dire qu'il t'aime, a murmuré ma mère. Je m'en fiche. Ils se sont dirigés vers la porte, vaincus, les épaules affaissées. Mon père a posé sa main sur la poignée en laiton. Réfléchis-y, s'il te plaît. Ils étaient à mi-chemin de l'allée en béton, lorsqu'une pensée m'est venue. Une pensée froide et calculée. Attendez, ai-je lancé depuis l'encadrement de la porte. Ils se sont retournés, une lueur pathétique d'espoir illuminant leur visage. Dites à tout le monde que je serai au dîner de Noël. Le visage de ma mère s'est transformé. Elle a rayonné. Vraiment? Ouais. Je me suis adossé au cadre de la porte, enfouissant mes mains dans mes poches. Je serai là. Mon père avait l'air suspicieux. Tu viendras? Et tu parleras à Marcus? J'ai souri. C'était un sourire froid et vide. Je viendrai au dîner. C'est ce que vous avez demandé. Merci, a pleuré ma mère, pleurant presque de soulagement. Merci beaucoup. Le dîner est à 18h. Ils sont montés dans leur voiture et sont partis. Je suis rentré, j'ai fermé la porte, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la conversation de groupe. Il faisait déjà la fête. Maman, il vient. Il a dit qu'il serait là. Sarah, Dieu merci. Je savais qu'il retrouverait la raison. Jenna, ça va être un super Noël. J'ai verrouillé mon téléphone. J'allais à ce dîner, mais pas pour me réconcilier, ni pour pardonner. J'y allais pour confirmer une chose que j'avais découverte 2 jours auparavant, en annulant la logistique du mariage. Un secret dont aucun d'eux ne savait que je l'avais découvert, et ils n'avaient absolument aucune idée de ce qui les attendait. Mise à jour 2. 10 jours ont passé. Marcus m'envoyait des messages tous les jours. De longs paragraphes décousus sur sa culpabilité, ses séances de thérapie, son profond chagrin. J'ai lu chaque mot. Je n'ai répondu à rien. Le groupe de discussion familiale était un flux ininterrompu de préparatifs pour Noël. Ils planifiaient le menu, discutaient de l'échange de cadeaux, agissant comme si la pire trahison de ma vie n'était qu'un petit obstacle que nous avions franchi avec succès. Marcus ne publiait pas dans le groupe, mais je savais qu'il le lisait. Je savais qu'il comptait les heures jusqu'à ce qu'il puisse me regarder dans les yeux, et me forcer à avaler ses excuses. La veille de Noël est arrivée. Le temps à Chicago était brutal, avec des températures glaciales et des vents hurlants. J'ai mis un jean foncé et un simple pull noir. Rien de festif. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, arrivant à exactement 17h55. L'allée était pleine à craquer, l'énorme SUV de Sarah, la berline de Jenna, et le vieux pick-up Ford cabossé de Marcus. Je me suis garé dans la rue. Je suis resté assis sur le siège du conducteur pendant un moment, le moteur tournant au ralenti, regardant la chaude lumière dorée qui se déversait des fenêtres du salon. Je pouvais voir des ombres bouger à l'intérieur. Je pouvais entendre de faibles rires, par-dessus le bruit du vent. Je suis sorti, j'ai remonté l'allée salée, et j'ai ouvert la porte d'entrée sans frapper. Il est là, a hurlé ma mère, se précipitant hors de la cuisine. Elle a jeté ses bras autour de mon cou, m'attirant dans une étreinte étouffante. Elle sentait la cannelle et le vin bon marché. Je suis tellement contente que tu sois venu. Je lui ai tapoté le dos une fois, de manière rigide. Elle s'est écartée, essuyant une larme de son œil. Mon père est apparu depuis le salon. Il a tendu la main, serrant la mienne fermement, tout en établissant un contact visuel agressif. Content de te voir, fils. Fier de toi pour avoir été le plus grand des deux. Sarah a émergé du couloir, me tendant un verre de vin. Joyeux Noël. Tu vois, ce n'est pas si difficile. Jenna a fait un signe nerveux depuis le canapé. Et puis, Marcus s'est levé du fauteuil, près de la cheminée en pierre. La pièce est devenue d'un silence de mort. Nos yeux se sont croisés. Il avait l'air terrible. Il avait perdu au moins 7 kilos. Il y avait de profondes poches violettes sous ses yeux. Sa barbe poussait, inégale et négligée.
Il portait le pull de Noël moche que je lui avais acheté il y a 2 ans, pour rire. Et sa voix s'est brisée instantanément. Il a fait un pas hésitant en avant. Je suis vraiment content que tu sois venu. J'ai soutenu son regard pendant 2 secondes. Puis, j'ai tourné la tête, je suis passé devant lui, je suis allé dans la cuisine, et j'ai ouvert le réfrigérateur pour prendre une bière. Derrière moi, j'ai entendu ma mère chuchoter de façon urgente, « Laisse-lui du temps, Marcus. » J'ai décapsulé la bière, et je me suis appuyé contre l'îlot. Marcus m'a suivi dans la cuisine, se tenant maladroitement près de l'encadrement de la porte. « On peut parler ?» a-t-il dit doucement. « S'il te plaît. » J'ai pris une longue gorgée de bière, je suis passé droit devant lui, l'obligeant à reculer pour éviter de me heurter, et je suis retourné dans le salon. Je me suis assis à l'extrémité du canapé d'angle, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à faire défiler les scores sportifs. Marcus m'a encore suivi. Il s'est tenu juste devant le canapé, me regardant de haut. « Je sais que tu es toujours furieux, » a-t-il murmuré. « Je veux juste. Je veux dire. » Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. « S'il te plaît, » a-t-il supplié, la voix tremblante. « Regarde-moi juste. » J'ai continué à faire défiler l'écran. Sarah s'est éclaircie la gorge de manière agressive. « Bon, le dîner est prêt. Pourquoi ne pas tous nous asseoir dans la salle à manger ? » Nous avons défilé dans la salle à manger. Ma mère avait fait les choses en grand. Une dinde massive, un jambon glacé au miel, des bols de purée de pommes de terre, de la farce, une casserole de haricots verts. La table ressemblait à une couverture de magazine. Je me suis assis tout au bout de la longue table en acajou. Marcus s'est immédiatement déplacé pour s'asseoir sur la chaise juste à côté de moi. Avant qu'il ne puisse la tirer, j'ai placé mon téléphone sur le set de table, revendiquant l'espace. Il a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam se soulevant, et s'est déplacé vers la chaise située directement en face de moi, à la place. Tout le monde a pris place. Le silence était épais, lourd, et étouffant. Mon père s'est éclairci la gorge. Disons les grâces. Tout le monde a baissé la tête, et croisé les mains. J'ai gardé la tête haute, les yeux ouverts, fixant d'un regard vide le verre d'eau en cristal devant moi. « Seigneur, » a commencé mon père, d'une voix retentissante. « Nous te remercions pour cette incroyable abondance. Nous te remercions pour la famille, pour les liens du sang qui ne peuvent être brisés. Nous te remercions pour le pardon, pour la guérison, et pour la grâce de surmonter nos erreurs les plus sombres pour prendre un nouveau départ. Amen. » Amen, a fait écho la table. Ma mère a commencé à faire passer les plats. De petites conversations forcées et angoissantes ont éclaté. Sarah a commencé à se plaindre bruyamment des frais de scolarité de l'école privée de ses enfants. Jenna a parlé de sa nouvelle promotion dans l'agence de marketing. Ma mère n'arrêtait pas de demander si quelqu'un voulait encore des petits pains. J'ai rempli mon assiette. J'ai mangé. Je n'ai absolument rien dit. Marcus ne mangeait pas. Il continuait juste à me fixer de l'autre côté de la table, ses yeux dardant sur mon visage toutes les quelques secondes, attendant une réaction, attendant que la glace fonde. « Alors » a dit mon père, forçant un ton jovial. « Comment te traite la compagnie aérienne ? Tu voles toujours sur la route de Dubaï ? » La plupart du temps, ai-je répondu sèchement. Le silence est retombé. Le cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine résonnait comme des alarmes. Ma mère a essayé à son tour. Nous avons pris ta tarte à la citrouille préférée à la boulangerie du centre-ville. Tu te souviens quand Marcus et toi, vous vous battiez physiquement pour la dernière part, quand vous étiez adolescent ? Elle a lâché un petit rire aigu et nerveux. Personne n'a ri avec elle. J'ai pris une bouchée de dinde, et j'ai mâché lentement. Soudain, Marcus a claqué sa fourchette sur son assiette. Je sais que c'est incroyablement inconfortable, a dit Marcus, sa voix forte et tremblante, coupant à travers la tension. Mais je pense que J'ai tendu mon bras directement au-dessus de la table, en plein dans son espace personnel, j'ai attrapé la salière, et je l'ai ramenée. J'ai complètement ignoré sa phrase. Sa bouche s'est refermée d'un coup sec. Il avait l'air d'avoir été giflé. Apprécions simplement le dîner, a averti mon père, lançant un regard à Marcus. Nous pourrons parler après. Non, a presque crié Marcus. Non, j'ai besoin de dire ça tout de suite.
Il s'est penché sur la table, me regardant droit dans les yeux. Je suis désolé. Je sais que ce mot ne répare rien. Je sais que j'ai détruit ta vie. Je sais que j'ai ruiné le mariage, mais je suis tellement, incroyablement désolé, et je t'aime. Tu es mon frère, et je t'aime, et je ne peux plus vivre comme ça. J'ai tourné la tête sur ma droite, et j'ai regardé Sarah. Tu peux me passer la purée? Marcus s'est figé, la bouche grande ouverte. Ses excuses désespérées sont mortes dans sa gorge. Sarah a grippé le bord de la table, les jointures blanches. Tu es sérieux là? Oui, j'aimerais la purée. Tu m'as entendu? La voix de Marcus s'est brisée en un sanglot. Des larmes ont finalement coulé de ses yeux. Je m'excuse auprès de toi. Je t'en supplie. J'ai pris une gorgée de ma bière. Jenna a pris la parole, la voix tremblante. C'est tellement, profondément inconfortable. Ne pouvez-vous pas juste agir en adulte et parler? J'ai déplacé mon regard vers Jenna. Je n'ai rien à lui dire. À aucun de nous, a-t-elle demandé. Ou juste à lui? Je suis en train de répondre à ta question en ce moment même, n'est-ce pas? Le visage de Marcus a viré au rouge foncé, d'un rouge violent. Alors, tu vas parler à tous les autres à cette table, mais tu vas me traiter comme si j'étais invisible? J'ai pris mon couteau, j'ai coupé un morceau de jambon, et j'ai pris une bouchée. C'est complètement ridicule, a hurlé Sarah, en claquant ses mains sur la table. Il est assis juste devant toi, mettant son âme à nu, s'excusant, pleurant, et la moindre des choses, c'est de le reconnaître. Le ton de mon père est devenu furieux. Elle a raison. C'est puéril. Arrête de bouder. J'ai posé ma fourchette très lentement. Je me suis essuyé la bouche avec une serviette. J'ai regardé directement mon père. Puéril, ai-je demandé. Oui, il est ton frère. Il a fait une terrible erreur d'ivrogne. C'est juste arrivé. C'est juste arrivé, ai-je répété. La froideur de ma voix a fait chuter la température de la pièce. Ma mère a tendu le bras à travers la table, la voix suppliante. Nous n'excusons pas ce qu'il a fait. Nous savons que c'était une horrible trahison, mais tu dois comprendre. Comprendre quoi, ai-je rétorqué. Que les gens font des erreurs quand ils ne pensent pas clairement. Oui, il pensait assez clairement pour conduire 20 minutes jusqu'à chez moi. Il pensait assez clairement pour monter à l'étage, enlever ses vêtements, et se mettre dans mon lit. Un silence de mort. Sarah a essayé à son tour. Écoute, nous sommes tous d'accord pour dire que c'était impardonnable, mais tu ne peux pas juste l'effacer de ta vie. C'est la famille. Tu dois surmonter ça. Regardez-moi faire. Marcus a claqué ses 2 poings sur la table. Les verres d'eau ont tremblé. Arrête. Arrête, c'est tout. Je suis juste là. Je suis assis juste devant toi. Crie-moi dessus. Frappe-moi. Jette-moi une assiette à la tête. Mais reconnais juste que j'existe. Je l'ai finalement regardé. J'ai regardé profondément dans ses yeux. Pour la première fois depuis ce jour dans ma chambre, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu son désespoir. J'ai vu son âme brisée et pathétique, implorant l'absolution. J'ai soutenu son regard dans un silence absolu, pendant 10 secondes atroces. Puis, j'ai baissé les yeux sur mon assiette, j'ai repris ma fourchette, et j'ai continué à manger. Marcus a eu le souffle coupé, émettant un horrible bruit d'étouffement, comme si je lui avais physiquement enfoncé un couteau dans les côtes. Il est retombé dans sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains, et s'est mis à sangloter bruyamment. D'accord, a aboyé mon père, se levant de sa chaise. Ça suffit. Tu as fait passer ton message. Tu l'as assez puni. Je me suis levé de table. Où vas-tu, a pleuré ma mère. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai regardé ma mère, pleurant dans sa serviette. J'ai regardé mon père, le visage rouge et furieux. J'ai regardé Sarah, me fixant avec une colère moralisatrice. J'ai regardé Jenna, se recroquevillant sur sa chaise. Et j'ai regardé Marcus, brisé en 1 million de morceaux. Je suis venu ici ce soir pour confirmer quelque chose, ai-je dit. Ma voix était étrangement calme, complètement vide d'émotion. Confirmer quoi, a exigé mon père. Que vous le saviez tous. La pièce s'est arrêtée. Marcus s'est figé au milieu d'un sanglot.
Le souffle de ma mère s'est coupé. Les yeux de Sarah se sont écarquillés dans une terreur absolue. De quoi parles-tu? A demandé mon père, mais sa voix manquait de conviction. J'ai pris mon téléphone sur la table, je l'ai déverrouillé, et je l'ai tenu en l'air. Quand j'ai annulé le lieu du mariage, j'ai dû parler à la sœur de Chloé pour coordonner le retour de certains objets de famille qu'elle allait utiliser pendant la cérémonie. La sœur de Chloé était très en colère contre Chloé. Si en colère, en fait, qu'elle m'a transféré une série de SMS. J'ai tourné mes yeux vers ma mère. Elle agrippait la nappe, comme si elle tombait d'une falaise. Marcus n'a pas fait une erreur d'ivrogne, ai-je dit doucement. Marcus et Chloé couchaient ensemble depuis 6 mois. Mon père a lentement tourné la tête pour regarder ma mère. Et la meilleure partie, ai-je continué, regardant Sarah maintenant. Vous le saviez. Sarah le savait. Maman le savait. Vous les avez vus ensemble au barbecue de la fête du travail. Vous avez trouvé les textos sur le téléphone de Marcus, à Thanksgiving. Et qu'avez-vous fait? Vous lui avez dit d'y mettre fin avant que je ne le découvre. Vous l'avez couvert. Nous, a balbutié ma mère, les larmes coulant à flot sur son visage. Nous ne voulions pas ruiner ta vie. Nous lui avons dit d'arrêter. Nous pensions qu'il avait arrêté. Vous m'avez laissé dépenser 62 000 € pour un mariage, ai-je dit, ma voix s'élevant pour la première fois. Vous m'avez laissé me tenir dans ma maison, à planifier un avenir. Alors que vous saviez que mon frère baisait ma fiancée dans mon dos. Vous ne m'avez pas invité ici aujourd'hui pour guérir la famille. Vous m'avez invité ici pour que Marcus ne se sente plus coupable. Vous m'avez invité ici pour protéger votre propre secret, malade et tordu. S'il te plaît, a pleuré Sarah. Nous essayons de te protéger. Vous l'avez choisi, lui, ai-je dit. Le caractère définitif de mes mots résonnait dans la salle à manger. Vous l'avez choisi, lui, plutôt que moi. Chacun d'entre vous. Marcus s'est levé, renversant sa chaise en arrière. Frérot, s'il te plaît, ne pars pas. Je vais partir. Je vais sortir tout de suite. Reste juste avec eux. Je suis sorti de la salle à manger, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Mon père m'a poursuivi dans le couloir. Si tu passes cette porte maintenant, a hurlé mon père, en m'attrapant le bras. J'ai arraché mon bras de son emprise avec une force terrifiante. Quoi? Tu vas me couper les vivres? Tu vas me renier? Trop tard, vieil homme. Tu es complètement égoïste, a crié Sarah depuis la salle à manger. Bien, ai-je répondu en attrapant mon manteau. J'aurais dû être égoïste il y a 6 mois. Ma mère a couru dans le couloir, se jetant devant la porte. S'il te plaît, c'est la veille de Noël. Tu ne peux pas quitter ta famille comme ça. Joyeux Noël, ai-je dit. Je l'ai écarté de mon chemin doucement mais fermement, j'ai ouvert la porte, et je suis sorti dans la neige glaciale. Marcus était juste derrière moi, sprintant sur le porche, en chaussettes. Attends. S'il te plaît, dis-moi juste que tu me détestes. Dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Je me suis retourné au bas des marches du porche. Je l'ai regardé une dernière fois. Il a cessé de respirer, me fixant avec de grands yeux remplis d'espoir, attendant la libération de ma colère. Je lui ai tourné le dos, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti sans dire un seul mot. Dans le rétroviseur, je pouvais les voir à travers la fenêtre du salon. Marcus s'était effondré sur le sol. Mon père faisait les 100 pas, de façon violente. Ma mère sanglotait dans les bras de Sarah. Mon téléphone a commencé à sonner, avant même que je n'atteigne l'autoroute principale. Sarah, rejetée. Papa, rejeté. Maman, rejetée. Marcus, rejeté. Au moment où je me suis garé dans mon allée, j'avais 28 appels en absence. Je suis entré dans ma maison calme et paisible, je me suis versé un verre de scotch, je me suis assis sur le canapé, et j'ai ouvert mes messages. Papa, tu as humilié ton frère et ta mère devant toute la famille. Tu es arrogant et cruel. Sarah, tu es un psychopathe. Il était juste là, et tu n'as même pas voulu lui parler. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Jenna, tu as fait hyperventiler maman. Es-tu content maintenant? Maman, s'il te plaît, reviens. Réparons ça. Nous pouvons t'expliquer. Nous pouvons surmonter ça. Marcus, je suis désolé. Je suis désolé.
Je suis désolé. S'il te plaît, dis juste que tu me détestes. J'ai pris une longue gorgée de scotch. J'ai senti la chaleur se répandre dans ma poitrine. J'ai pris le téléphone, j'ai bloqué le numéro de papa, j'ai bloqué le numéro de maman, j'ai bloqué le numéro de Sarah, j'ai bloqué le numéro de Jenna. J'ai ouvert la conversation de groupe de la famille. Les messages affluaient à la seconde, me blâmant, me maudissant, me suppliant. J'ai supprimé la conversation entièrement. Ensuite, j'ai passé les 20 minutes suivantes à bloquer absolument tous les membres de la famille élargie, tantes, oncles, cousins. J'ai parcouru Instagram, Facebook et LinkedIn, bloquant des dizaines de comptes. J'ai changé les mots de passe de mes emails. Je les ai supprimés comme contact d'urgence au travail. Les messages de Marcus continuaient d'arriver. Je ne l'avais pas encore bloqué. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je déménagerai. Je me tuerai. Parle-moi, c'est tout. Je n'arrive pas à respirer. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai bloqué son numéro. Un silence total, absolu. Je me suis assis là, dans le calme de mon salon, et je n'ai absolument rien ressenti. Aucune culpabilité, aucun regret, aucune tristesse persistante, juste une clarté pure et absolue. Avant d'aller me coucher, j'ai envoyé un dernier texto à une conversation de groupe temporaire que j'avais créée avec seulement mes parents et mes sœurs. J'ai fini. Ne me cherchez pas. N'appelez pas. N'écrivez pas. Vous avez fait votre choix quand vous avez caché la liaison. Et vous l'avez cimenté quand vous avez exigé que je lui pardonne. Je n'ai plus rien à dire à aucun d'entre vous pour le reste de ma vie. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai supprimé la conversation temporaire. La première chose que j'ai faite le lendemain matin, c'est d'aller à la boutique Verizon et de changer de numéro de téléphone. La paix a duré exactement 2 jours. Puis, ils ont débarqué chez moi. Tous, ma mère, mon père, Sarah et Jenna. Ils se sont tenus sur mon porche, sonnant à la porte sans cesse. Je les ai regardés depuis la fenêtre de la chambre à l'étage. Je n'ai pas bougé. Ils ont frappé contre la vitre. Ils ont crié, « Nous savons que tu es là-dedans. Ta voiture est dans l'allée. » Je suis resté à l'étage. Ils ont attendu dans le froid glacial pendant 45 minutes, avant de finalement abandonner et de partir. Dès qu'ils se sont éloignés, j'ai appelé la ligne non urgente de la police. J'ai expliqué que des membres de ma famille avec qui j'étais brouillé s'introduisaient sur ma propriété, et me harcelaient. J'ai demandé qu'ils documentent officiellement l'incident. Ils sont revenus 3 fois de plus cette semaine-là. La 4e fois, je n'ai pas fait que regarder. J'ai appelé la police. 2 voitures de patrouille sont arrivées. J'ai regardé par la fenêtre pendant que les officiers parlaient à mon père furieux et à ma mère hystérique, leur expliquant la définition légale de la violation de domicile. Mes parents ont été escortés hors de la propriété. Ils ne sont jamais revenus à la maison. Les lettres ont commencé à arriver ensuite. Des enveloppes manuscrites, des courriers recommandés, d'épais paquets de la part de ma mère, des mots agressifs de mon père. J'ai pris un gros marqueur noir, j'ai écrit le retour à l'envoyeur sur chacune d'entre elles, et je les ai déposées dans la boîte aux lettres sans les ouvrir. Marcus a essayé une tactique différente. Il s'est présenté au siège social de la compagnie aérienne, au centre-ville, exigeant de me voir à l'accueil. J'étais dans la salle de repos des pilotes quand la sécurité m'a appelé. Je suis immédiatement descendu aux ressources humaines. J'ai un membre de ma famille dont je suis séparé, qui me harcèle agressivement, ai-je dit au directeur des RH. On lui a légalement demandé de cesser tout contact, et il refuse de le faire. Il est actuellement dans le hall. J'ai besoin que cela soit consigné, et j'ai besoin qu'il soit définitivement banni des locaux. Les RH ont pris cela incroyablement au sérieux. La sécurité de l'entreprise a escorté Marcus hors du bâtiment. Ils ont signalé son nom et sa photo dans le système. Sarah a créé un faux compte Instagram pour essayer de me joindre. Je sais que c'est moi. S'il te plaît, lis juste ça. Tu nous manques. Maman est profondément déprimée. Marcus a essayé de. J'ai reconnu son ton condescendant en 4 mots. Bloqué. Signalé. Les semaines se sont transformées en mois. Le silence est devenu mon sanctuaire. J'ai repris le cours de ma vie. J'ai pris des gardes supplémentaires sur des vols internationaux, juste pour rester occupé.
J'ai passé une semaine à Tokyo. J'ai fait l'ascension du mont Fuji. J'ai passé 10 jours à Rome, à manger des pâtes seules sur des places pavées, réalisant à quel point il était incroyable de ne plus porter le fardeau d'une famille toxique. J'ai commencé à aller à la salle de sport 5 jours par semaine. J'ai perdu les 7 kilos que j'avais pris pendant ces fiançailles stressantes. J'ai vendu mon SUV pratique, et j'ai acheté une Porsche 911. Quelque chose de complètement peu pratique, quelque chose de rapide, quelque chose qui m'appartenait entièrement. J'ai été promu commandant de bord principal, obtenant une augmentation de salaire massive, et sécurisant les meilleures routes internationales. Je dormais 8 heures par nuit. Pas de cauchemar, pas de crise d'angoisse, pas de poids sur la poitrine. Je m'épanouissais. 6 mois après Noël, je prenais un verre avec de nouveaux amis que je m'étais fait à la salle de sport. Nous étions sur un bar en terrasse à Chicago, en train de rire, profitant de l'air estival. Mon téléphone a vibré. C'était un email envoyé à mon adresse professionnelle. J'ai failli l'ignorer, mais je pensais que c'était une mise à jour d'emploi du temps. Je l'ai ouvert. De sarah.bene.lordacted.com. Objet, s'il te plaît, lis ça. Urgence. Le texte d'aperçu affichait, tout s'est effondré. Marcus a fait une tentative. J'ai fixé l'écran. La musique battait en fond. Mes amis riaient à une blague. L'un d'eux m'a donné un coup de coude. Ça va, mec? J'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai posé face vers le bas sur la table, et j'ai souri. Ouais, je suis parfait. Reprenons une tournée. Je n'ai ouvert l'email que lorsque je suis rentré dans mon appartement, plus tard dans la nuit. J'ai tout lu en silence. Les mots de Sarah étaient dépouillés de son arrogance habituelle. Elle avait l'air vaincue, terrifiée. Marcus avait subi une véritable dépression nerveuse. Il avait tenté de sauter la vie. Non fatal, mais assez sérieux pour qu'il soit interné d'office dans un établissement psychiatrique pendant 3 semaines. Il était maintenant en thérapie ambulatoire intensive. Le mariage de mes parents s'effondrait sous le poids de la culpabilité. Mon père blâmait ma mère d'avoir choyé Marcus. Ma mère blâmait mon père de m'avoir repoussé à Noël. Ils vivaient dans des chambres séparées. Sarah et Jenna parlaient à peine à Marcus désormais, réalisant enfin que ses actions égoïstes avaient détruit toute leur structure familiale. Quant à Chloé, après que je l'ai jetée dehors, Marcus est devenu violemment obsédé par elle. Il s'était convaincu que, s'ils restaient ensemble, la destruction de notre famille aurait un sens. Il l'a traquée. Il s'est pointé à son nouvel appartement. Chloé était terrifiée par lui, et a fini par déposer une main courante, puis a obtenu une ordonnance restrictive contre lui, avant de fuir dans un autre état. Mais ce n'était pas le dernier rebondissement. L'email de Sarah continuait, et la vérité a fini par éclater complètement. Nous ne voulions pas que tu reviennes à Noël juste pour la famille, a écrit Sarah. Marcus n'a pas seulement couché avec Chloé. Quand tu l'as jeté dehors, elle a exigé que Marcus paie ses frais de subsistance, puisqu'il avait ruiné sa vie. Marcus n'avait pas l'argent. Il a secrètement falsifié la signature de papa. Et a contracté une énorme ligne de crédit immobilier de 150 000 € sur la maison de maman et papa, pour acheter un appartement pour lui et Chloé. Quand Chloé est partie, Marcus a fait défaut. La banque a réclamé le prêt. Maman et papa font face à une saisie immobilière. Ils sont ruinés. Ils allaient te demander un prêt à Noël. Nous sommes tellement désolés. Nous avions tort sur toute la ligne. S'il te plaît, appelle-nous. Nous avons besoin de toi. J'ai lu l'email 2 fois. Il n'avait pas seulement caché la liaison. Il n'avait pas seulement essayé de me faire culpabiliser pour que je lui pardonne. Il voulait mon argent. Il voulait que le riche pilote de ligne renfloue l'enfant adoré, qui leur avait littéralement volé leur maison. Je suis resté avec cette information pendant exactement 30 secondes. Ensuite, j'ai cliqué sur supprimer. J'ai bloqué l'adresse email professionnelle de Sarah. J'ai fermé mon ordinateur, je suis allé dans ma chambre, et je me suis endormi. J'ai pensé à Marcus dans le service psychiatrique. J'ai pensé à mes parents perdant leur maison. J'ai pensé à mes sœurs prises dans les décombres, et je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de joie vindicative, pas de culpabilité, juste un vide absolu et pur. Ils ont choisi leur voie. Ils ont choisi de protéger un menteur, un tricheur, et un voleur.
J'ai choisi de me protéger. La vie a continué d'avancer. J'ai volé vers Londres. J'ai volé vers Sydney. J'ai rencontré une femme nommée Elena, dans un café à Rome. Elle était brillante, farouchement indépendante, et communiquait avec un niveau d'honnêteté qui m'a fait réaliser à quel point Chloé avait toujours été toxique. Nous avons commencé à sortir ensemble à distance. C'était sain. C'était paisible. Un mardi après-midi d'automne, je terminais une séance d'entraînement à ma salle de sport. J'étais en train d'essuyer un banc de musculation, quand j'ai levé les yeux, et que je l'ai vu. Marcus. Il se tenait de l'autre côté de la salle de musculation, près des tapis de course. Il ressemblait à un cadavre ambulant. Il était d'une maigreur maladive, ses vêtements pendaient de son ossature. Ses yeux étaient creux et morts. Nos regards se sont croisés à travers la salle bondée. Il s'est figé. Je n'ai pas réagi. J'ai fini d'essuyer le banc, j'ai jeté la serviette en papier à la poubelle, j'ai attrapé mon sac de sport, et je me suis dirigé vers la sortie. Marcus a commencé à se précipiter à travers la foule, vers moi. « Attends », a résonné sa voix, rauque et faible. « S'il te plaît. » J'ai poussé les doubles portes en verre, et je suis sorti sur le parking. « Juste un mot », a-t-il crié, trébuchant presque hors des portes derrière moi. « Dis-moi juste que tu me détestes. S'il te plaît, j'ai tout perdu. J'ai perdu la famille. J'ai perdu la maison. J'ai déverrouillé ma Porsche, j'ai ouvert la porte, et j'ai jeté mon sac sur le siège passager. Il a couru jusqu'à la voiture, pressant ses mains tremblantes contre la vitre du passager. Je suis en thérapie. J'essaie de réparer les choses. Maman et papa perdent la maison. S'il te plaît, on a besoin de toi. Je suis monté, j'ai fermé la porte, et j'ai démarré le moteur. Le rugissement de l'échappement a noyé ses supplications pathétiques. S'il te plaît, a-t-il hurlé, frappant doucement son poing contre la vitre. J'ai enclenché la marche arrière. Il a dû faire un bond en arrière pour éviter de se faire rouler sur le pied. J'ai reculé de la place, j'ai passé la marche avant, et je suis sorti du parking. J'ai regardé dans mon rétroviseur, une seule fois. Il se tenait seul au milieu de l'asphalte, les épaules secouées par les pleurs. Je ne suis pas retourné à cette salle de sport. J'ai trouvé un club privé plus agréable, plus près de chez moi. 2 semaines plus tard, le dernier fantôme est apparu. Je suis rentré dans mon immeuble de luxe, j'avais vendu la maison de banlieue des mois plus tôt, pour trouver quelqu'un en train de se disputer avec le concierge, dans le hall. C'était mon père. Il faisait 10 ans de plus. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Il portait un costume bon marché et froissé. « Je suis son père », hurlait-il après le garde de sécurité. « Je sais qu'il vit ici. J'ai juste besoin de lui parler 5 minutes. » Je me suis arrêté près de la batterie d'ascenseur. Le garde de sécurité m'a vu, et a pris sa radio. « Monsieur, si vous ne reculez pas, j'appelle la police. » Je me suis approché du bureau. Mon père a fait volte-face, ses yeux se sont écarquillés. « Fils. » Dieu merci. Il a tendu la main pour attraper mon épaule. J'ai fait un pas en arrière, le visage complètement inexpressif. J'ai regardé le garde de sécurité. Je ne connais pas cet homme. Il s'introduit illégalement. Veuillez l'escorter hors du bâtiment immédiatement, ou j'appellerai la police moi-même. La mâchoire de mon père est tombée, la couleur a complètement quitté son visage. Tu ferais arrêter ton propre père? Nous perdons la maison. Nous n'avons nulle part où aller. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux sur le garde. Faites-le sortir. 2 agents de sécurité ont encadré mon père, l'attrapant par les bras. Tu le regretteras, a hurlé mon père pendant qu'il le traînait à reculons, vers les portes tambours. Quand nous serons morts et enterrés, tu regretteras d'avoir abandonné ton sang. Tu es un monstre. Je me suis retourné, j'ai scanné mon badge, et je suis entré dans l'ascenseur. Les portes se sont refermées, coupant le son de ses hurlements. Je suis monté jusqu'à mon Penthouse. Je me suis versé un verre. Je suis sorti sur le balcon, et j'ai regardé la ligne d'horizon de Chicago. Les lumières de la ville scintillaient dans l'air froid de la nuit. J'ai repensé à ces mots. Tu le regretteras. Et j'ai souri, réalisant avec une certitude absolue que ce ne serait pas le cas.
Les personnes qui étaient censées me protéger ont choisi mon traître. Ils m'ont demandé de ravaler mon traumatisme pour pouvoir rester dans leur confort. Ils m'ont traité de cruel parce que je refusais d'accepter leurs abus. Ils ont exigé mon argent pour réparer le pétrin qu'ils avaient cautionné. Ils voulaient que je sois la personne la plus noble, alors je suis devenu quelqu'un de plus grand que leur trahison. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un texto d'Elena. Le vol atterrit à OR à 20h. J'ai hâte de te voir. Le dîner est pour moi, ce soir. J'ai souri, en répondant, je t'attendrai aux arrivées. J'ai fini mon verre, je suis rentré à l'intérieur, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je n'ai pas pensé à Marcus. Je n'ai pas pensé à mes parents. Je n'ai pas pensé à la maison qu'ils étaient en train de perdre, ou à la famille qui s'était brisée en 1 million de morceaux irréparables. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce sont les gens qui restent à vos côtés quand tout s'effondre. La famille, ce sont les gens qui ne vous demandent pas de saigner, juste pour ne pas avoir à regarder le couteau planté dans votre dos. Ma famille s'est détruite elle-même à la seconde où elle a choisi un traître plutôt que le trahi. Et moi, je leur ai donné exactement ce qu'ils méritaient. Ils voulaient le pardon. Je leur ai donné l'absence. Et je n'ai jamais, au grand jamais, regardé en arrière.